Monsieur Abougaïda, ils sont nombreux, ils sont assis et ils attendent les informations capitales parce que l'on sait, mais vous allez nous démontrer comment est-ce que la motivation est la source de la réussite. Oui, bonjour à tous nos amis qui nous suivent. Eh bien, motivation, source de réussite, il faut d'abord comprendre par la motivation le pourquoi de notre comportement, le pourquoi de nos agissements. Quand nous avons un but à atteindre, quand nous avons quelque chose à faire, qu'est-ce qui nous donne la force? Quelle est donc ce dynamique-là qui nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre nos objectifs? Eh bien, la motivation aussi peut être comprise comme j'allais dire l'intercalaire entre la capacité d'un individu et le résultat que, n'est-ce pas, cette personne-là pourrait produire. Alors, vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui ont de très grandes capacités, qui sont vraiment talentueux, mais comme la motivation n'est pas assez grande, donc ça va produire de petits résultats. Et de l'autre côté, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont des capacités assez faibles, mais qui ont appris à se connaître, qui ont appris à pouvoir mieux travailler, à mieux s'organiser, et tout en utilisant leur motivation, donneront des résultats plus grands que quelqu'un qui a des capacités plus grandes, mais dont la motivation est un peu faible. C'est sûrement la raison pour laquelle, lorsqu'il y a embauche, la lettre de motivation est déterminante. Oui, dans la lettre de motivation, on aurait souhaité attendre certaines choses. Au niveau de la motivation, il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, et puis il y a celle qui est extrinsèque. Au niveau de l'intrinsèque, c'est une personne qui aime l'activité et qui travaille pour l'activité et qui se donne pleinement. De l'autre côté, au niveau de la motivation extrinsèque, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui attend quelque chose en retour. Mais est-ce qu'on peut ne rien attendre en retour de ton travail? Il y a des personnes qui aiment d'abord. Quelqu'un peut venir à la télé en tant qu'animateur, journaliste et tout ça, mais parce qu'il aime la chose, donc il travaille pleinement. Il se donne entièrement. Mais alors que l'autre, lui, c'est comme s'il venait parce que il y a problème quelque part, donc il va se réfugier là-bas, puis bon, il va faire. Donc, comment pourrait-on savoir déterminer entre celui qui a une motivation intrinsèque et puis extrinsèque. Celui qui a une motivation intrinsèque, il y a d'abord l'endurance. Il y a d'abord la passion de ce qu'il fait. Il y a l'autodétermination. Il n'a pas peur de faire des erreurs. Il n'a pas peur d'être critiqué. Parce qu'il réalise que c'est au travers des critiques qu'il pourrait mieux s'améliorer. Alors que l'autre, lui, par contre, il craint de faire des erreurs, donc il risquerait de ne pas donner le meilleur de lui-même. Or, il faut pouvoir oser. Alors, il a peur de se faire réprimander en public. C'est vrai que chacun d'entre nous a un certain ego, mais si c'est par rapport au métier, par rapport à ce que je suis en train de faire, eh bien, j'ai vraiment besoin de me faire corriger, de pouvoir apprendre. Et puis, au niveau de la détermination, c'est un peu quand même difficile. Et puis, il arrive à pouvoir déterminer dans un temps assez limité ce qu'il est en train de faire. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est en train d'étudier tout juste pour les examens. Dès qu'il étudie, dès qu'il a les examens, c'est vrai, l'année prochaine, il oublie ce qu'il a pour l'année dernière. Voilà. Donc, on travaille par rapport à une activité bien précise. Mais bon, qu'est-ce que cela va me rapporter? Là, c'est stressé. Qu'est-ce que je gagne? Quelle est la récompense et tout ça? Mais ça limite un peu. C'est vrai que ça donne quelques résultats assez positif aussi, mais ça peut vraiment limiter dans le temps ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est en train de pouvoir étudier pour avoir son examen, mais juste aussi dans le but de faire plaisir à ses parents. D'accord. Voilà, donc il travaille, parce que donc il est en train de travailler juste pour faire plaisir. Moi, je me souviens que en classe secondaire, juste pour faire plaisir à mes parents et à une petite amie, mais j'ai fait sans faute. Mais lorsque il n'y a plus de lien entre la fille et moi, bon, j'ai commencé à sombrer. Eh bien. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Donc, je le faisais pour qu'il soit bien vu. Et par la petite amie. Et par la famille. Bon, voilà. Mais comment est-ce qu'on l'on fait pour cultiver cela? Cette motivation, parce qu'apparemment, c'est cette motivation qui garantit la réussite. Oui, effectivement, c'est cette motivation qui garantit. On ne l'a pas naturellement. Comment on peut la créer, la motiver? Oui, d'abord, il faut venir... qu'est-ce que d'abord vous-même, vous recherchez? Premier point. Est-ce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire? Ou bien, vous aimez que des personnes aient un regard assez positif sur vous?
Donc, tout part d'abord de cette base. Alors, si vous savez que vous n'êtes pas fait pour cette chose, malgré vos capacités, mais vous ne sentez pas la chose, ben, ça va vraiment être difficile. Donc, vous allez avancer étape par étape, vous allez tâtonner à plusieurs endroits. Mais si vous savez que vous êtes fait pour cette chose, dans un premier temps, commencez à connaître d'abord vos propres capacités et vos propres limites. Quelles sont mes limites? Peut-être que je ne suis pas assez instruit, peut-être que je ne suis pas assez diplomate, je ne sais pas bien établir des stratégies. Et donc, par rapport à ce que je suis en train de faire, est-ce que je ne pourrais pas avoir une autre formation assez parallèle pour venir m'aider, pour faire agrandir mes capacités? Tout à fait. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont réellement compris sur l'autodétermination et qui se sont mises à travailler avant même de pouvoir s'engager, de lancer, parce que la motivation, c'est aussi une dynamique qui utilise tous vos ressources, toutes vos énergies à l'intérieur de vous-même et qui vous permet de donner le meilleur de vous-même. Et vous arrivez à pouvoir vous surpasser parce que vous le faites avec passion. Et puis parce que vous aimez aussi cette chose. Voilà. Et puis vous avez cette capacité parce que vous aimez, parce que vous voulez grandir, non pas pour faire plaisir aux gens, non pas pour que les gens puissent vous admirer, non pas, c'est vrai que ça pourrait apporter, s'il y a la réussite, c'est vrai que ça va apporter des récompenses, mais vous n'êtes pas là d'abord pour ça. C'est peut-être la différence entre deux employés. Quand on sent la personne passionnée pour ce qu'elle fait, et puis l'autre qui pointe pour avoir son salaire à la fin du mois. Oui. Donc le rendement n'est forcément pas le même. Non, c'est vraiment clair que le rendement ne sera pas pareil. Parce que même quand je suis à la maison, que je suis en train de penser que mon travail, je ne l'ai pas achevé, quelquefois, le samedi soir ou dimanche, cette personne revient au travail pour pouvoir finir. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est passionnée. Elle fera ce travail, mais elle ne sera pas payée pour ça. Mais pourquoi elle est là quand même? C'est la passion qui l'emporte. Oui, elle est passionnée, elle veut bien faire, elle veut bien réussir. C'est vrai que ça va plaire à d'autres personnes, mais celui qui a cette motivation intrinsèque, il grandit aussi dans la connaissance de soi, dans la connaissance de ses capacités. Et il va rechercher d'abord être en harmonie avec lui-même et être en harmonie avec le travail qu'il fait et sa propre personne. Voilà, il essaie d'être un avec cette activité. Mais est-ce que en proportion, les hommes, les femmes, il y en a qui sont plus motivés que d'autres? Est-ce qu'on peut, par rapport au genre, est-ce qu'on peut se dire que les femmes ont une motivation supérieure à celle des hommes? Parce que j'ai déjà entendu par des chefs d'entreprise, ils ont déjà dit qu'il y a certains postes pour lesquels il faut absolument que ce soit des femmes parce qu'elles sont beaucoup plus appliquées et beaucoup plus passionnées. Oui, plus passionnée peut-être parce que la femme est assez plus peut-être émotive. Et dans l'émotion, c'est clair qu'il y a la passion. Et quand il y a la passion, il y a aussi quelquefois l'envie de bien faire, que ça soit assez parfait. Voilà, donc la femme est, n'est-ce pas, reflétant tous ces qualités d'abord au travail. Donc, il est plus convenable, par exemple, aux choses, à une femme de pouvoir occuper. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons des patrons qui souhaiteraient que des hommes soient secrétaires. Des hommes, hein? Ah oui. Ah oui. Et que des hommes soient secrétaires. D'abord, il y a ces histoires de congés de maternité. Il y a la règle douloureuse, il y a le bébé qui est malade. Bon, en même temps qu'elle est là, en même temps qu'elle est en train de penser à son foyer et tout ça. Bon, et puis on se dit que l'homme parle moins que la femme. Donc, en tant que secrétaire, il y a le secret qu'il faut avoir du comportement de son patron. Et puis, il y a aussi... il y a des femmes très discrètes, hein? Si. À la limite, complices. Oui, complices. Mais cette complicité-là crée quelquefois d'autres choses où on arrive à voir cette complicité qui devient quelquefois assez... Au XXIe siècle, hein, maintenant tout est permis. Hein. Complicité entre hommes aussi, ça existe hein, aujourd'hui. Oh, mais c'est moindre aujourd'hui entre le secrétaire et le patron. Parce que le secrétaire homme, il regarde dans l'attitude de son patron, lui il est homme. Ça, là, c'est que le patron le fait là, je comprends. Parce que moi aussi, je ressens ça à l'intérieur de moi. Donc, il a tendance à plus couvrir le patron, à moins extérioriser les réactions de son patron. Et vous pensez que la secrétaire va appeler l'épouse pour lui dire faire attention? Non, non plus. Hein. Bon. Elle se mêle de ce qu'il la regarde. Oui, mais c'est l'épouse plutôt de mieux regarder son patron que d'avoir des fixations sur la secrétaire. Hein. Voilà. Il serait plus intéressant de faire confiance à son patron. À son mari? Oui, à son mari. Pourquoi est-ce que venir rendre visite à 8h30 visite à son mari? Parce qu'il vient à peine de vous quitter. Le monsieur lui manque déjà. Juste pour voir comment est-ce que la secrétaire s'est habillée aujourd'hui. Non, le monsieur lui manque déjà. Juste pour voir comment est-ce que la secrétaire est habillée aujourd'hui.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui va motiver cette femme-là à venir voir tout ça? Il y a d'abord cette envie de pouvoir maintenir son foyer, de pouvoir rester avec l'homme et tout ça. Mais pourquoi veut-elle rester avec l'homme, hein? La motivation dans le couple, pourquoi veut-elle rester avec l'homme? Est-ce parce que le monsieur s'occupe bien d'elle, il lui apporte beaucoup d'affection, il lui donne beaucoup d'argent, il lui donne tout ce qu'elle souhaiterait? Alors donc, elle se dit que c'est quelque chose à vraiment conserver. Elle est tout simplement amoureuse. Elle aime son mari, elle aime son foyer, elle aime sa vie. Oui, effectivement, l'amour va entrer dedans, l'amour va grandir avec tout ça, mais ce serait encore été plus souhaitable que l'amour existe déjà dès le départ. Voilà. Nous n'arrivons toujours pas à comprendre, nous sommes en train de réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e, beaucoup de femmes essaient de pouvoir s'assumer, essaient de pouvoir d'être responsables. Après une relation de 15 ans, 20 ans, elle dit, mais je suis restée avec lui, j'ai rien eu, j'ai perdu mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien eu, j'ai perdu mon temps. C'est en quoi est-ce qu'elle arrive à pouvoir qualifier ce temps perdu? De façon monétaire, qu'elle n'a rien réalisé, elle n'a rien, ou bien quoi? Ou bien n'a pas vécu son amour qu'elle vous souhaiterait. Parce que quand le fait de vivre à deux, c'est le fait de partager son amour. Est-ce le fait qu'elle n'a pas réussi à partager son amour et à recevoir l'amour de son conjoint? C'est pourquoi elle dit qu'elle a perdu son temps? Ou bien le nombre d'années qu'elle est restée sans avoir d'enfant? Ou bien le nombre de temps qu'elle a passé avec le monsieur sans que financièrement elle puisse recevoir quelque chose? Et là, ça va nous permettre de savoir quelles sont les vraies motivations de cette personne-là qui souhaiterait former ou forger un couple. Et voilà. Mais les motivations sont sincères. Quelqu'un qui estime n'avoir rien eu, c'est quelqu'un qui attendait tout. On attend le bonheur, on attend des enfants, on attend un mari aimant, on attend des perspectives d'avenir, on attend une autonomie financière. Quelqu'un qui au soir de sa vie se dit j'ai réussi ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un schéma classique. Ce monsieur, il a eu femme, il a eu enfant, il a eu des réalisations, il est épanoui, il est heureux, il est équilibré et il laisse ses enfants dans de bonnes conditions en se disant qu'ils sont prêts à affronter la vie, par exemple, et il leur a laissé peut-être des biens aussi. Donc il se dit, ah, j'ai tout eu, c'est ça? Oui, ça, si on peut le prendre dans ce sens-là, dans ce chemin classique, qu'on retrouve un peu partout, mais qui définit la réussite comme étant l'ensemble de toutes ces choses-là? Pourquoi ce n'est pas l'ensemble de toutes ces choses la réussite? Ah oui, mais parce qu'aujourd'hui, la personne, on dit qu'il a réussi. Il a réussi comment? Qui pratiquement au soir de sa vie peut dire qu'il a réellement réussi? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose parce que... Non, la réussite, comment on la caricature? Bon, la réussite en général est considérée comme l'épanouissement de tout ce qui est compris. Je vais parler de la vie sentimentale, la vie financière, professionnelle, tout ça. Mais aujourd'hui, certains ont peut-être 2 ou 3, mais n'ont pas peut-être le 3 ou 4. Voilà. J'ai réussi une belle vie sentimentale, mais malheureusement, on a fini dans un quartier, dans un taudis. Mais on s'aime, on est heureux. Donc, on a réussi sa vie sentimentale, on a réussi sa vie maritale. Mais est-ce qu'on a réussi sa vie financière et professionnelle? Est-ce que... Mais la vie maritale n'est pas liée également à l'épanouissement financier? Oh, il y a des personnes qui se contentent du peu. Pourvu que je ressente l'amour que l'autre me donne, c'est bon. Vous pensez que c'est on vit encore d'amour et d'eau fraîche au XXIe siècle? Il y a certaines personnes, dans certaines cultures, certains peuples, bon, qui se contentent du peu. Qu'est-ce que vous conseillez? Aujourd'hui, une femme qui ne sait pas quoi penser, qui nous regarde, ou un homme, hein, et puis qui se dit... oui, les motivations des femmes des grandes villes sont différentes des motivations des femmes dans les petits villages. Hein. Nous trouvons même dans certains petits villages, dans certains amours, mais attends, tu te donnes trop de temps. Il faut d'abord t'occuper de moi, c'est vrai. Mais en même temps que tu demandes au monsieur d'être présent pour toi, mais en même temps que tu te plains qu'il travaille trop. Alors que celle qui est, par exemple, dans le village et tout ça, elle ressent cet amour-là avec son homme quand les deux vont ensemble au champ. Tout à fait. Oui. Dans les travaux champêtres, on est ensemble, matin, midi, soir, on est ensemble. Est-ce qu'on pourrait dire que cette dame-là, elle n'a pas réussi sa vie sentimentale, sa vie d'activité professionnelle? On se bat ensemble pour la même activité. Nous allons ensemble au champ, nous revenons ensemble le soir. Donc en fait, tout dépend de la manière dont la personne est formatée. Tout dépend de la manière dont, effectivement. À la base. C'est d'abord depuis la base. La base, c'est d'abord les choses, la motivation du point de vue physiologique. Est-ce que de façon assez physiologique, j'ai pratiquement ce qu'il faut? Physiologique, c'est la nourriture,
la santé, est-ce que j'ai d'abord ça? D'accord. Et puis on va évoluer dans un second plan. Est-ce que j'ai une motivation qui me donne de pouvoir réussir dans ma vie psychologique? Ça veut dire qu'est-ce que je sens une certaine sécurité, une certaine maîtrise de soi, une certaine stabilité? Oui. Maintenant, on va avancer. Est-ce que là, dans le troisième niveau, est-ce que ça c'est au niveau de l'affectivité? Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que j'ai réussi à pouvoir donner? Qu'est-ce qui me motive à aimer davantage? Mais qu'est-ce qui me choque? Qu'est-ce qui me... Voilà. Et puis, on va atteindre le quatrième niveau, c'est vraiment la connaissance de soi-même. Apprendre à pouvoir progresser, à savoir pouvoir être utile aux autres. Voilà. Et puis le dernier point, c'est... Voilà. Mais c'est tellement personnel comme appréciation. Oui, c'est tellement personnel. Des femmes qui ont... On aurait pensé tout. Elles ont de l'argent, elles sont bien mariées, elles sont respectées, une activité florissante, mais par exemple qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont pas d'enfants, c'est vrai que la nature... Elles estiment que c'est vrai que la nature ne donne pas tout. Sens. Effectivement, la nature aussi ne donne pas tout. Alors, une dame comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'elle a raté sa vie? Parce qu'elle pense qu'elle a raté sa vie. Oui, c'est elle qui pense. Maintenant, ça dépend de qui je juge, ça dépend de qu'est-ce que je recherche. En matière de motivation, c'est d'abord le résultat que l'on recherche, c'est d'abord le but qu'on veut atteindre. Le but que moi je veux atteindre, est-ce le but que tout le monde veut atteindre? Voilà. Si je réalise que selon mon enfance, j'ai vécu dans une famille où l'accent est mis ici les grandes maisons, où les enfants doivent aller en Europe et tout ça, et je réalise que tous mes 5 enfants sont partis en Europe, ici avec madame, on dira... il a reçu sa vie. Par contre, au nord, le monsieur, lui, la fortune, c'est pas la grosse maison. La fortune, c'est la liquidité qu'il a sur lui. Voilà. C'est ça, lui, sa réussite. S'il a 15 femmes, c'est ça, lui, sa réussite. De l'autre côté, selon les régions, selon les coutumes, bon, ça va être assez différent. Donc, ça dépend de qui apprécie. Maintenant, est-ce que faut-il se laisser être influencé non, nous venons de cultures différentes, nous venons d'horizons différents. Quand on fait un amalgame entre la culture, entre différentes cultures. Non, entre la culture que l'on peut avoir, entre les objectifs que l'on doit se fixer, entre les conseils de M. Abou Keïta pour encadrer un peu tout ça, et est-ce qu'on peut dessiner une caricature de nos aspirations? Mais pour y répondre, je vous demanderai d'attendre juste le temps de quelques sonorités musicales, le prophète Anno, et on revient en studio.